Ravi de vous accueillir à cet atelier. Comment concilier data et business? Alors normalement, ça se veut un espace d'échange. Ça va me paraître un peu compliqué, mais enfin, sachez qu'il y a quand même des micros qui circulent dans la salle et qu'on vous invite à poser des questions tout au long de cet atelier. Alors, je m'appelle Jean-Christophe Goujon, je travaille à la direction de l'expertise de BPI France Innovation et j'aurai le plaisir de co-animer cet atelier avec Étienne de Roquigny. Bonjour à tous. Donc, je suis moi-même mathématicien et fondateur d'Opération Data et on va vous parler avec BPI France de ce programme qu'on a lancé sur la data, l'intelligence artificielle et les PME françaises. Voilà. Donc, comment la data et les algorithmes qui les manipulent, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle transforme aujourd'hui toutes les entreprises, y compris et peut-être plus particulièrement les entreprises des secteurs traditionnels, pour en accélérer la croissance et la création de valeur. Ça va être notre sujet de réflexion. C'est un sujet véritablement de transformation stratégique de l'entreprise, une transformation beaucoup plus profonde que la simple digitalisation de l'entreprise. Alors, voilà, en plus on entend les voisins. Donc, voilà. Donc, si l'intelligence artificielle aujourd'hui est un sujet approprié par les startups qui travaillent au cœur de la filière numérique, voire aussi par les grands groupes, nous pensons à BPI France, et nous partageons cette idée avec Étienne, que, étant donné que 80% de nos emplois se créent dans les PME et les PMI et les ETI des secteurs traditionnels, c'est véritablement aujourd'hui l'urgence, elle est dans la diffusion et au-delà par l'adoption par les entreprises de ces technologies qui sont souvent compliquées en tant que telles, parce qu'on parle de modèles mathématiques, mais aussi compliquées dans leur mise en œuvre, parce qu'effectivement, elles vont toucher absolument toutes les dimensions de l'entreprise. Voilà, donc l'atelier va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, on va faire un certain nombre de témoignages, 3 témoignages d'entreprises qui vont venir nous faire part de leur expérience, de leur transformation numérique par la data. 3 entreprises au profil bien différent. Et après, nous ferons venir 2 investisseurs avec qui nous pourrons échanger sur comment financer cette transformation de l'entreprise par la data. Voilà, les entrepreneurs ont aussi besoin de cash et d'investisseurs. Dans un deuxième temps, on va voir les investisseurs. Est-ce qu'ils ont les poches assez profondes et est-ce qu'ils sauront accompagner les entrepreneurs qui vont vouloir investir beaucoup pour se transformer? Tu le tentes? Donc on va démarrer avec un premier témoignage. Bon, alors j'appelle Thierry Barbotte de la société Vernier Hydro. Alors normalement on avait prévu une vidéo qui nous expliquait le métier de Monsieur Barbotte et qui avait en plus une vertu très pédagogique parce qu'on se retrouvait au fin fond frontière du Ghana et on se demandait effectivement dans ce décor comment on allait bien pouvoir parler d'intelligence artificielle et de révolution par la data. Donc, eh ben on va faire sans. Donc, Thierry... Donc on va oublier San Francisco pour un petit moment et on va aller dans le Sahel avec Thierry Barbotte, donc, qui est président directeur général de Vernier Hydro, donc, qui est une entreprise orléanaise de à peu près 10 millions d'euros et qui fait un métier très important, hein, l'alimentation en eau potable et en particulier des populations qui n'ont pas ni l'eau ni l'électricité et qui sont dans le Sahel. Merci. Bonjour à tous. Ça marche ? Bon. Donc effectivement, on est dans un métier un peu particulier. On fait de l'alimentation en eau potable en milieu rural dans les pays en voie de développement. On intervient dans 35 pays d'Afrique subsaharienne. L'objectif pour nous étant de fournir de l'eau potable à des populations totalement, je dirais, isolées de tout. Ça fait 40 ans qu'on fait ce métier, on fait 10 millions de chiffres, on est 30 personnes, on a 2 filiales ou des partenaires dans les pays où on travaille et on a installé 100 000 pompes, ce qui alimente 50 millions de personnes à peu près en eau potable sur l'ensemble de ces pays. Depuis 2014, on a fait un LBO, on faisait partie du groupe Vernier à Orléans et on était le métier historique d'ailleurs du groupe Vernier. Depuis 2014, on est sorti et on a gagné notre indépendance, si j'ose dire, sur cette activité. Donc si je comprends bien, vous installez des pompes, vous êtes équipementier et installateur de pompes hydrauliques.
Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la data et l'intelligence artificielle? Bah, la question posée comme ça, effectivement, peut surprendre parce que c'est dommage qu'on n'ait pas le film. On aurait vu dans quelles conditions on travaille et les gens avec lesquels on travaille. On est très loin de la data. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans un métier où on est tributaire à 100% de l'aide publique au développement, c'est-à-dire qu'on est financé par les grands bailleurs de fonds internationaux. Et ces grands bailleurs de fonds ont des aléas, je dirais, dans leur procédure de financement qui font qu'une année, ils vont cibler des pays où nous, on est très présents et donc on va bénéficier de cette manne financière. Par contre, l'année d'après, ils vont cibler d'autres pays. Donc on va avoir une espèce de cycle dans nos financements. Et qui plus est, on est financé sur des dons puisque c'est un secteur qui est considéré comme non rentable, contrairement à l'urbain. Nous, on est vraiment dans le petit rural. Et donc, depuis quelque temps, les dons de l'aide publique au développement s'amenuisent au profit des prêts. Et donc, le secteur en pâtit. Donc, on est dans un métier très utile, avec une bonne rentabilité, mais très aléatoire en termes d'activité annuelle. Ça, c'est un. Deux, on est dans un métier aussi où on se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 1 million de pompes en Afrique, il y en a 500 000 en panne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pérennité de l'investissement. On finance quelque chose, on sait que 2-3 ans plus tard, ça ne marchera plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les bailleurs commencent à se désintéresser du secteur en disant, de toute façon, ce qu'on fait, c'est un puits sans fond et ça ne sert à rien. Nous, on n'a pas du tout cette vision-là et c'est pour ça qu'on a réfléchi à faire les choses différemment de ce qui se faisait jusqu'à maintenant et non plus à vendre un produit, mais à vendre un service. Et l'idée, c'est, je vends, j'installe la pompe, ça continue, mais derrière, je vends l'eau. Et en faisant une approche de la sorte, je crée une récurrence dans l'activité, dans le revenu, et du coup, je peux envisager des types de financements qui n'ont plus rien à voir avec l'aide publique au développement, mais qui reposent sur des financements classiques de banques ou d'investisseurs. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Que vous avez mis des capteurs dans vos pompes et que vous êtes en capacité de récupérer de la donnée qui intéresse à la fois vos clients qui sont finalement les bailleurs de fonds, mais aussi les populations qui vont bénéficier de cette eau, à qui vous allez la vendre. Bref, ce qui vous permet comment dire, d'avoir une connaissance du besoin réel et en temps réel. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que passer d'un métier d'équipementier, si j'ose dire, à un métier de service, c'est simple sur le papier, sauf que quand on est dans le contexte dans lequel on travaille, nous, imaginez qu'on ait 10 000 pompes réparties sur un territoire qui fait à peu près 2 fois la France et qui couvre plusieurs pays. Comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour récupérer l'information sur les consommations? Comment on fait pour récupérer les flux financiers? Les gens vont payer l'eau, même si c'est pas cher. Il y a des flux monétaires qui se mettent en place. Comment on sécurise tout ça? Et forcément, on en est arrivé à la data. C'est-à-dire, comment on a développé des outils techniques dont on a équipé nos pompes pour enregistrer les consommations, et puis des outils qui permettent aussi aux usagers d'utiliser le mobile money, qui est beaucoup plus répandu en Afrique qu'en Europe, et qui leur permet de payer l'eau, non pas avec du cash, parce que ça peut être compliqué et rédhibitoire, mais en faisant du prépaiement, ce qui nous favorise, avec des cartes de crédit. Donc si je résume l'impact, entre guillemets, de l'intelligence artificielle sur votre activité, vous partez d'un métier, d'un secteur traditionnel, vous êtes équipementier, installateur de pompes hydrauliques mécaniques, et vous finissez aujourd'hui, ou en tout cas vous tendez vers un métier de service, voire de plateforme de gestion de données. Peut-être avec même des perspectives d'exploitation qui ne sont pas encore implémentées aujourd'hui, mais qui sont susceptibles d'intéresser tout un tas de clients futurs. C'est exactement ça. Même aujourd'hui, on démarre avec l'eau. Dans notre esprit, demain, on passera à l'énergie, on passera à l'Internet. L'idée, c'est de créer des services de base tout à fait adaptés à un développement local, dans ces zones qui sont isolées et qui n'ont rien. Et l'exploitation des données va nous permettre de mieux connaître, de mieux appréhender nos clients et du coup d'offrir un service beaucoup plus adapté, d'optimiser quelque part notre action auprès de ces populations. Et en fait, vous allez être les premiers finalement à amener de la donnée sur des personnes qui sont au fin fond du Sahel, qui aujourd'hui n'existent pas en quelque sorte sur la planète. Les recensements se font, si j'ai bien compris, une fois tous les 10 ans. Donc on ne sait même pas s'il y a des gens dans ce village. Et vous allez savoir en temps réel
qu'est-ce que les gens consomment et à partir de là, peut-être combien de personnes sont là, suivent les programmes sanitaires, suivent beaucoup de choses, parce que vous amenez finalement de la data sur des gens qui n'existent pas aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est même, je dirais, plus grave quelque part, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'ils consomment en eau. On fait des politiques nationales, on fait des hypothèses, mais dans la réalité, ce que les gens consomment au quotidien en eau, personne ne le sait. Et nous, on est les premiers à avoir des chiffres, puisqu'on a mis des compteurs sur des pompes, et on sait vraiment ce que les gens consomment aujourd'hui, depuis 2 ans, qu'on a commencé à mettre en place ce système. Et finalement, dans cette transformation, on voit qu'il impacte quand même toute la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, vous changez quand même de référentiel. J'imagine que voilà, des choses comme les data scientists, les modèles que vous allez implémenter n'étaient peut-être pas au cœur de votre métier initial. Ça vient changer votre business model. Finalement, pour vous, entrepreneurs, encore une fois, j'insiste, d'un secteur traditionnel, quand vous voyez votre évolution, cette évolution stratégique, quelle est la principale difficulté? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience? Ce qui nous a posé des difficultés au départ, effectivement, c'est qu'on n'y connaissait rien du tout. C'est-à-dire que quand on a commencé à dire « oulala, on va faire de la data, on va récupérer de l'info, on va le traiter », parce que ce n'est pas le tout de récupérer de l'information, il faut la traiter pour l'utiliser et pouvoir mettre en place des choses en accord avec ce qu'on a Et analysé. se faire payer. Et se faire payer. Et à partir de là, on a effectivement changé nos recrutements, puisque on n'a plus du tout besoin des mêmes compétences, on n'a plus du tout besoin des mêmes soutiens de prestataires externes. Mais ce qui nous fait avancer, c'est qu'on se dit, si on ne fait pas ça, on risque, en forçant le trait, de végéter dans notre petit business dans lequel on est depuis 40 ans. Il ne faut pas me cracher dans la soupe qu'on mange, mais c'est quand même des choses qui doivent évoluer. Et puis, si on veut vraiment croître et si on veut répondre à une vraie problématique qui est la pérennité des investissements, c'est-à-dire si on veut que les pompes continuent à fonctionner dans la durée, il faut passer par ce stade de la data. Moi, j'en suis convaincu et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie. Voilà, donc c'est le message de conclusion, c'est-à-dire que même dans un secteur très très traditionnel, aujourd'hui on voit bien qu'une des conditions nécessaires, même des fois à l'existence même et à la continuité de l'entreprise, c'est ce passage à la transformation par la data, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Thierry, merci. Merci à vous. Je vais accueillir notre deuxième... merci. Notre deuxième speaker, Arnaud Doyon, PDG de Imagé Audit. Donc Arnaud, écoutez, vous, qu'est-ce que vous faites? Décrivez-nous un peu votre activité. Alors, bonjour à tous. Nous, on fait de la compta. On fait de la compta. On est un cabinet d'expertise comptable. Donc, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et poussiéreux. Poussiéreux, on imagine quand même que, surtout dans un cabinet d'expertise comptable, il y a quand même la notion de système d'information. On utilise de la donnée. Alors oui, évidemment, on utilise beaucoup de données. Donc, historiquement, on saisit énormément de données dans les machines. On les traite. Alors, depuis maintenant un certain nombre d'années, on récupère de plus en plus de données en automatique. Donc, il y a un vrai enjeu pour nous sur la récupération de toutes ces données, que ce soit des données bancaires ou des factures ou toute pièce comptable. Et l'enjeu ensuite, c'est de faire des traitements automatisés de tous ces documents, traitements qui sont encore aujourd'hui extrêmement manuels. Et bon, on sait que on va automatiser ça dans les prochaines années. Enfin, je dis ça va être automatisé dans les prochaines années. On ne sait pas encore exactement par qui, et qu'on est un métier qui va avoir des difficultés. Aujourd'hui, en France, c'est 150 000 personnes, l'expertise comptable. Et dans 10 ans, dans 15 ans, bien malin qui peut dire combien ce sera, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera beaucoup moins. Et donc, on est... voilà, c'est ça nos enjeux. Oui, mais alors en quoi l'intelligence artificielle, ou peut-être nous dire plus concrètement comment ça se pose à vous, en quoi elle vous permet de créer de la valeur? Parce que automatiser, on comprend bien en termes de productivité, évidemment, mais on se dit qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'intelligence artificielle pour automatiser une activité de traitement de data. Encore faut-il que la data soit présente et complète. Donc c'est peut-être là que... Exactement. En fait, évidemment, donc le premier élément, c'est de récupérer toutes les datas. Concrètement, il est bien rare qu'on ait toutes les datas. Il manque toujours quelques factures, il manque toujours quelques éléments.
Et donc là, c'est à ce moment que le comptable intervient pour savoir que faire avec ces datas manquantes. Et tous les comptables de France, le 30 avril, quand il manque un élément, une petite facture sur un client qui est là depuis 10 ans, avec lequel il n'y a jamais eu de souci, va pas bloquer l'alias fiscal, il va l'envoyer à l'administration comme ça. En revanche, si c'est un dossier à problème, si il ne connaît pas le client, etc., il peut bloquer le dossier. Et donc c'est ça le boulot du comptable, c'est de prendre des décisions à la fin avec les datas qu'il n'a pas. Et c'est là que les algorithmes traditionnels, conventionnels, XML sont compliqués. Et c'est là qu'il faut qu'on apprenne ce boulot du comptable pour arriver à le reproduire et à prendre ces décisions dans l'intérêt du client en fonction d'un certain nombre de critères et donc reproduire un comportement humain. Donc mon comptable qui me fait perdre une semaine, moi, comme gérant d'une entreprise, en me demandant une note de frais à 3,35 € de TVA, en quoi est-ce qu'un réseau de neurones va pouvoir me faire gagner du temps, moi, client final? Alors, il a deux façons de le faire. La première, c'est d'essayer de deviner les données qui nous manquent. Et la deuxième, c'est d'essayer de deviner de quelles données on n'aurait pas besoin. Et on peut s'en passer. Ça n'aura pas d'impact significatif. Et donc, on peut continuer à avancer. Et donc, vous allez gagner du temps. Donc, il y a une notion de risque, finalement. Il y a une notion de risque, de mesure de risque statistique. Oui. Finalement, je peux inférer avec un réseau de neurones une certaine probabilité que ça soit ça. Et je ne suis pas obligé de venir ennuyer mon client en lui disant « Est-ce que c'est sûr que c'est un restaurant ?» Exactement. Alors que l'enjeu, c'est 3 € de TVA en plus. Exactement. Mais l'exemple, en l'occurrence, il est rare qu'un comptable pose une question pour 3 €. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Vous pouvez poser la question dans la salle s'il y a des entrepreneurs. Non, mais en général, tous les cabinets fixent des seuils à partir desquels ils vont poser des questions ou pas. Et donc, c'est justement ça qu'il faut, sur lequel on doit travailler, l'automatisation de cette recherche. Et pour rester sur cette notion de risque, est-ce que vous pensez qu'à court ou moyen terme, aujourd'hui, il y a un risque d'ubérisation de cette profession, c'est-à-dire de voir émerger des plateformes, je sais qu'il en existe certaines aux États-Unis, où on pourra assurer un traitement intégral fait par les machines. Et est-ce que ce risque porte en France et éventuellement à quelle échéance vous le situez? Ubérisation, je ne sais pas exactement, je ne suis pas certain. Automatisation, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ce que je voulais dire par ubérisation, c'est-à-dire que en fait, les plateformes soient entre les mains de gens qui ne sont pas du métier. Oui, c'est clair. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce marché, qui est un gros marché en France, hein, le marché de l'expertise comptable, c'est 10 milliards d'euros, c'est aujourd'hui... la partie logicielle, les éditeurs de logiciels ou la partie de logiciels dans le chiffre d'affaires des cabinets, c'est de l'ordre de quelques pourcents, à peu près 3%, le coût des logiciels. Ce qui est évident, c'est que ça va progresser. Ce qui est évident aussi, c'est que ça va prendre une grande partie du boulot de back-office des cabinets, qui représente à peu près 50% de la charge de travail, et que cette partie-là est amenée à disparaître dans les années qui viennent. Et puis ensuite, évidemment, la partie conseil. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc on peut supposer que ça prendra un peu plus de temps. Mais donc, c'est un risque, clairement, ce qui va se passer, c'est une baisse des prix. Et donc, cette baisse des prix va entraîner des suppressions d'emplois, pas avec une ubérisation au sens où on remplace un chauffeur de taxi qui gagne sa vie par un chauffeur Uber qui gagne différemment sa vie, qui passe moins de temps dans les queues, etc. Mais à chaque fois, on remplace un homme par un homme. Là, on va remplacer un homme par une machine. Donc, on va plus à une étape d'automatisation. Oui. Le sens de ma question, quand je parlais d'ubérisation, c'était est-ce que vous pensez que les leaders de segments peuvent émerger en venant, je veux dire, voilà, du cœur de filière numérique, c'est-à-dire en n'ayant pas nécessairement une connaissance métier ou de toute façon, bon, ça c'est un scénario peut-être à 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, mais à court terme ou à moyen terme, il y aura toujours la nécessité, même si on s'appuie sur des outils, la nécessité d'une expertise métier. Est-ce que vous avez une chance, vous les PME, si vous faites 20 millions de chiffres, vous existez depuis, je ne sais pas, 2-3 générations, est-ce que vous avez une chance par rapport à ces plateformes? À savoir si on a une chance, oui. Sur combien, je ne sais pas. Non, c'est une vraie question. On ne sait pas du tout combien de chances on a. Ce qui est clair, c'est qu'évidemment, nos concurrents de demain
sont sans doute pas les experts comptables traditionnels, mais les éditeurs de logiciels. Et que des éditeurs de logiciels, il y a un Américain qui fait 40 milliards de capitalisation boursière, qui s'intéresse au marché français. On a un marché de 10 milliards, c'est sûr que les moyens ne sont pas comparables avec les nôtres. Maintenant, on connaît mieux le marché, on a une chance. Sur combien, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on va la tenter. Et vous avez décidé d'investir avec BPI. Exactement. On avait deux solutions. Soit aujourd'hui, on a une activité, un business qui est rentable. On a beaucoup travaillé pour automatiser ce qu'on pouvait automatiser. On a un business qui est rentable. On sait que le chiffre d'affaires de notre marché va baisser dans les années à venir. Donc soit on décide de prendre nos bénéfices et puis d'accompagner lentement la fin de notre business, soit on décide d'investir ces bénéfices et un peu plus dans un pari et dans le fait de faire un projet donc de logiciel, d'édition de logiciel avec derrière du machine learning et l'intelligence artificielle pour essayer d'arriver les premiers, parce qu'il n'y aura pas 50 places et c'est bien ça toute la difficulté. On ne sait pas exactement où sont les autres et s'ils sont devant nous et qu'on ne peut pas les rattraper, on aura perdu tout ce qu'on a investi. Donc ça, c'est un pari. On est optimiste parce que quand on est entrepreneur, il faut l'être, mais il faut être aussi réaliste. Écoutez, merci de ce témoignage. J'accueille maintenant Ludovic Euro, CIO de la société Shaper. Alors vous, Ludovic, vous avez un profil un peu parallèle au sens où non seulement vous êtes un serial entrepreneur du numérique, mais voilà, vous êtes une start-up installée au cœur, je dirais, de la filière numérique. En quoi, aujourd'hui, d'abord, dites-nous ce que fait Shaper. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors en fait, Shaper, c'est une application qui facilite les rencontres inspirantes dans sa vie professionnelle. Donc très concrètement, on reçoit une quinzaine de profils tous les jours sur son application mobile et on va swiper les profils. Donc ça va peut-être vous rappeler une certaine application dans le dating. Et donc vous swipez à droite si vous êtes intéressé, vous swipez à gauche si vous ne l'êtes pas. Et si le swipe est mutuel et le swipe droit est mutuel, là vous allez matcher, vous allez pouvoir commencer la conversation. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de faciliter les échanges, faciliter l'entraide auprès des milliers et des milliers de professionnels qui vont utiliser l'application Shaper. Et quelle est votre proposition de valeur précise qu'on comprenne bien par rapport aux références intuitives qu'on a en tête, à savoir les LinkedIn, Viadeo ou... En fait, la grosse différence, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que LinkedIn, il y a des centaines de millions de gens qui sont sur LinkedIn. Ils n'ont pas forcément envie de networker. La plupart du temps, vous êtes énormément sollicité par des commerciaux, vous êtes sollicité par des recruteurs, donc c'est extrêmement transactionnel. Nous, notre sentiment chez Shaper, c'est que le networking doit devenir un état d'esprit. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait 10 ans que j'entreprends. J'avais créé un site de rencontre avant qui s'appelle Attractive World. J'ai toujours adoré rencontrer des nouvelles personnes, pas forcément avec un but au démarrage. Et la plupart du temps, ça m'a provoqué des opportunités dans ma vie professionnelle que j'aurais jamais eues. J'ai rencontré des investisseurs, j'ai rencontré des collaborateurs, j'ai rencontré des associés, j'ai rencontré des amis. Et ce qu'on a envie de promouvoir, c'est le fait de dire, voilà, ne commencez pas à rencontrer des gens, à networker lorsque vous avez besoin des gens. Commencez à networker lorsque vous n'en avez pas besoin. Construisez une relation de confiance, soyez authentique, entraidez-vous et vous allez avoir plein de choses extraordinaires qui vont se passer dans votre vie professionnelle et même votre vie en général. Oui, alors, effectivement, en France, c'est peut-être pas, je dirais, très culturel, mais bon, vous êtes d'abord développé aux États-Unis, vous avez un vrai marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Et en termes de chiffres, de performance, votre communauté d'utilisateurs? Alors, ça grossit vraiment très très vite. Effectivement, on s'était dit que la culture du networking était peut-être un peu plus adaptée aux États-Unis. On avait aussi regardé les exemples de LinkedIn versus Viadeo et on a vu à quel point LinkedIn aujourd'hui est un acteur puissant et Viadeo, malheureusement, n'existe plus ou quasiment plus. Donc on a vraiment décidé de commencer à New York. On a fait notre marketing à New York. On a gardé des équipes en France qui étaient toutes les équipes data, algorithmes. On pourra y revenir un peu plus tard. La première année était difficile. On a lancé un premier produit, on s'est complètement planté. Donc c'était vraiment
difficile moralement et difficile pour l'ego. On a rebossé, on a interviewé plein de gens à New York. J'ai dû faire 150 interviews avec des utilisateurs. On a mieux compris le besoin, on a mieux compris à qui on s'adressait. Et on a relancé la nouvelle version du produit dont je vous ai parlé en 2016. Et là, il y a une accélération très très forte. On avait 500 nouveaux utilisateurs par jour fin 2016. Aujourd'hui, on en a plus de 3000, donc 9 mois plus tard. 60% sont aux États-Unis. 20-25% en France et le reste en Angleterre. Au total, on a 700 000 utilisateurs et on a levé 16,5 millions de dollars sur les 2 premières années. Alors justement, vous qui avez fait Attractive World avant, aujourd'hui Shaper, est-ce que vous avez vu la montée en puissance de l'intelligence artificielle? Je veux dire, concrètement, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté d'un point de vue un peu technique? Qu'est-ce que vous avez comme... Enfin, la relation entre la technologie et la proposition de valeur de votre service? Alors oui, effectivement, on a vu une montée en puissance très très forte. Alors déjà sur Attractive World, les algorithmes étaient plus simples. Voilà, ça dépendait beaucoup plus de la photo. Sur Shaper, les enjeux data sont beaucoup plus importants parce qu'en fait, les gens qui utilisent Shaper ont des besoins complètement différents. Il y a des gens qui viennent de déménager dans une nouvelle ville et qui veulent juste développer leur réseau à la fois amical et professionnel. Vous avez des freelances, vous avez des entrepreneurs, vous avez des gens qui nous disent qu'ils veulent changer complètement de vie, vous avez des gens qui cherchent des jobs. Et donc, tout le challenge, c'est de bien comprendre quels sont quel est le besoin de chaque utilisateur. Et pour ça, il faut récupérer de la data. Donc en fait, on a reconstruit tout notre modèle de données parce qu'on ne peut pas se reposer sur des API comme LinkedIn ou Facebook pour le faire. Et pour simplifier, on a une première étape où les gens font leur inscription. Donc on va recevoir le job, la compagnie, une petite bio et quelques hashtags avec des centres d'intérêt professionnels ou personnels. Et après, le profil va passer dans un back-office. Et aujourd'hui, on a 25 modérateurs qui enrichissent chacun des profils. On a des scripts qui passent sur toutes les pages publiques du web et on va repérer tous les centres d'intérêt qui n'auront pas été forcément exprimés par l'utilisateur et qu'on va pouvoir utiliser pour entraîner l'algorithme. Et on va aussi donner un niveau de score en fonction du niveau d'expérience et du potentiel de carrière. Alors justement, on le sait bien, ce genre d'algorithme, si vous voulez, il s'améliore, plus il tourne, plus il devient performant. Exactement. Alors concrètement, comment vous faites? Vous construisez votre asset data, vous appuyez uniquement sur vos data, votre trafic, ou est-ce que vous êtes adossé, je ne sais pas, même via des partenariats aux acteurs dont on parlait tout à l'heure? Alors pour l'instant, on n'a pas de partenariat parce qu'on avait vraiment très très peur d'être dépendant justement des GAFA. Donc c'est pour ça qu'on a construit ce modèle de data où on récupère de la donnée à l'inscription, on l'enrichit. Après, on a des data scientists qui essayent d'automatiser tout ça. Et derrière, il y a du machine learning, c'est-à-dire qu'en fonction des swipes des gens, on va renforcer certains critères plutôt que d'autres. Et on va faire évoluer le score d'attractivité professionnelle également en fonction du taux de swipe que vous recevez sur votre profil par des gens qui ont le même score ou des scores supérieurs. Voilà. Et donc ça demande énormément de travail. Le gros de l'équipe, aujourd'hui, on a une 30aine de personnes. Et le gros de l'équipe, c'est une équipe tech data pour justement construire tout ce modèle algorithmique et faire en sorte de probabiliser au maximum le matching entre personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Ce qui est impressionnant, moi je me suis servi du service Shaper quand j'étais à Ouagadougou avec Vernier Hidro. Même à Ouagadougou, la loi des grands nombres, normalement, ça converge lentement. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de membres, je pense, au Burkina Faso. Et pourtant, déjà, les algos de Shaper m'ont proposé des rencontres intéressantes à Ouagadougou. Bah oui, Thierry Barbotte, j'imagine. Pardon? Thierry Barbotte, j'imagine. Alors, Thierry, je lui ai proposé de s'inscrire quand en fait, son salarié, je lui ai proposé de s'inscrire. Et je crois qu'il s'est inscrit depuis. Dernière question, Ludovic. On sent le potentiel de croissance. Hein. Vous avez voilà, ce profil des jeunes startups promises à de l'hypercroissance. En termes de financement, puisque le sujet, c'était comment aussi financer cette accélération dans la création de valeur, c'est-à-dire aussi dans la croissance de l'entreprise. Voilà, concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos besoins, sur quoi ça porte et un peu dans quelle échelle? Oui, alors on a levé 16,5 millions de dollars. On a levé essentiellement avec des business angels et des family office, ce qui n'est pas forcément classique. Aujourd'hui, on a plus de 200 actionnaires, tout simplement parce que les fonds d'investissement français, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, ils ont du mal à investir dans des sociétés qui nécessitent d'investir 15-20 millions de dollars avant de commencer à faire le premier euro de revenu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambition dans Shaper et on sait qu'il faut construire la plateforme, construire la communauté aux États-Unis comme en Europe avant de commencer à monétiser. Et donc, on est allé trouver de l'argent. Alors déjà, il y avait pas mal d'actionnaires Attractive World qui ont réinvesti
parce qu'on distribuait des dividendes et on a revendu aussi à Tractive World, qu'on réinvestit une partie de leur plus-value dans Shaper. Donc ça nous a aidé à amorcer le projet. Et derrière, un peu esprit Shaper, à force de rencontrer des gens, on a plein de gens qui nous ont dit qu'ils avaient envie de participer à l'aventure. Et donc, on a différents family office, différents business angels qui ont investi en plusieurs levées de fonds et ça nous a permis de lever les 16,5 millions de dollars sur les 2 dernières années. Écoutez, merci pour ce témoignage. Étienne, peut-être un petit mot de conclusion sur ces trois expériences. Oui, alors vous avez vu là avec 3 entrepreneurs finalement des histoires assez différentes. On a été du Sahel à San Francisco, puisque Shaper est aussi à San Francisco, en passant par Épinal. Image Audit n'a pas dit que c'est une société d'Épinal à l'origine en tout cas. Épinal dans la Silicon Valley, ça. Épinal dans la Vosges, Silicon Valley, voilà. Et donc en fait, nous notre métier, Opération Data, donc on est partenaire de cet événement. Nous notre métier, c'est justement d'aider des entrepreneurs à créer des nouveaux business algorithmiques, en les aidant à dérisquer. C'est des sujets risqués, ambitieux et risqués. On les aide à construire la stratégie, recruter, financer, piloter les data scientists. Et avec BPI France, on en dira un mot tout à l'heure sur le programme diagnostic. Je vais saisir la balle au bon pour présenter effectivement. Nous avons en partenariat mis un produit d'accompagnement au point qui aujourd'hui est développé sur une plateforme qu'on voulait vous présenter, mais on fera sans. Le principe, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on l'a vu, ces expériences de transformation numérique, surtout pour des PME, des ETI de secteurs traditionnels, sont des opérations souvent complexes qui touchent à toutes les dimensions. D'abord la dimension technologique, mais organisationnelle. On l'a vu avec Thierry Barbotte, il y a des ruptures de business model. Bref, pour des sociétés qui ne sont pas forcément d'ailleurs acculturées à tous ces enjeux de l'intelligence artificielle, ce qui est clair, c'est que le besoin d'accompagnement est en tout cas exprimé. Et chaque expérience, on l'a vu à travers ces 3 témoignages, étant un cas unique, dans un contexte particulier, avec ses propres spécificités, on a mis au point un produit d'accompagnement qui s'appelle le Diag Intelligence Artificielle et qui a vocation à vous accompagner sur une période assez longue, parce que ce n'est pas des choses qui se font de façon immédiate. Donc, grosso modo, il y a 3 étapes. Première étape de diagnostic, à travers un rendez-vous de quelques heures qui se fait par contre avec le CEO de l'entreprise, parce qu'évidemment, il faut pouvoir échanger avec quelqu'un qui maîtrise toutes les dimensions, tous les enjeux stratégiques de l'entreprise. De là, il y a 2 options de sortie. Soit on en déduit que la société n'est pas encore assez mûre, il faut qu'elle continue à réfléchir. Sinon, elle peut rentrer dans une seconde phase, ce qu'on appelle une phase de faisabilité. Donc, grosso modo, sont des phases où les besoins exprimés peuvent être de l'ordre de 3 000, 10 000 euros, de préparation, de continuation de maturation, d'identification des enjeux. Puis une 3e phase où vous pouvez être accompagné pour monter votre projet de transformation. Et donc, dans chacune des phases, il y a un cofinancement de BPI France à 50%. Voilà. Donc, il y a une plateforme pour ça qui existe, qui s'appelle operationdata.fr. Je vous invite à vous y inscrire si vous en éprouvez le besoin. Voilà, donc là, on a des projets, je ne vais pas dévoiler les détails, mais on est vraiment sur des sujets de transformation. C'est des projets de plusieurs millions qui vont mobiliser des grandes équipes. Alors, pour vous donner une rapide synthèse, on a accompagné à peu près une centaine d'entreprises depuis 2 ans, qu'on a lancé avec Evelyne dans la salle et Isabelle ce programme. Les situations sont extrêmement diverses, puisque c'est des entreprises dans toute la France, de secteurs extrêmement différents. Ce qu'on peut dire quand même, je dirais, moi j'aurais 3 messages clés sur la data et le business. Le premier message, le plus important, c'est la valeur. Alors c'est du bon sens, mais il y a beaucoup de gens qui ont un fantasme de la donnée. C'est-à-dire on dit, j'ai beaucoup de données, je vais pouvoir les monétiser, des mois, les vendre. Si vous regardez le sujet comme ça, en général, la data toute seule n'a presque aucune valeur. C'est devenu une commodité aujourd'hui. Les coûts se sont effondrés. Donc la data toute seule n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est généralement, on a 3 mécanismes clés. Un, c'est un très gros gain de productivité sur votre business actuel.
En gros, c'est le cas de l'expertise comptable. Et donc, vous avez plutôt intérêt à investir. Sinon, d'autres concurrents vont le faire avant vous et vous avez vos marges qui vont s'effondrer. Donc, ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est grâce à la data, vous allez pouvoir personnaliser, mieux connaître le client, réinventer complètement l'expérience, la relation avec le client. Et là aussi, si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire avant vous et ils vont récupérer vos clients. Et en général, au croisement entre ces deux, bon nombre de secteurs ont l'opportunité de basculer sur un autre business model. C'est l'exemple que vous avez vu avec Virgin Hydro, qui est un équipementier et qui va pouvoir se servicifier, qui va pouvoir basculer sur un business model de service avec des cash flows récurrents, de l'abonnement, donc qui est évidemment une transformation qui va lui sécuriser à long terme des marges beaucoup plus intéressantes. Donc ça, il faut vraiment réfléchir en fonction de la valeur et il faut partir du sujet. Quel est votre métier ? Où sont les poches de valeur les plus importantes avec l'IA? Est-ce que c'est l'un de ces trois sujets? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message qui est très important, c'est un sujet entrepreneurial. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on soit ici, à BPI France. C'est des projets qui sont ambitieux et risqués. Donc, c'est des projets pour des entrepreneurs. Quand on s'engage dans la data, les algos, ça transforme tellement les métiers qu'il faut généralement, et ça a été le cas de 2 d'entreprises sur les 3, créer une nouvelle société. Pour une PME, ça peut être créer une sister company ou créer une filiale, parce que ça change tellement l'histoire que ça ne va pas être le même commercial, pas le même management, etc. Donc c'est vraiment une décision de direction générale, une décision entrepreneuriale. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le diagnostic s'est vraiment ciblé sur les DG, et qui sont même majoritaires au capital la plupart du temps, parce que c'est des virages qui supposent vraiment d'être entrepreneur. Le troisième message que je dirais sur la data et le business, en synthèse de ces 100 entreprises qu'on a accompagnées, c'est que c'est un sujet aussi d'expertise métier. Et là, je vais aussi parler comme mathématicien. Il y a le grand fantasme aujourd'hui de dire je vais avoir beaucoup de données, je vais chercher des choses qui sont finalement très simples mathématiquement, qui sont des réseaux de neurones, qui sont quelque chose de... J'empile des couches non linéaires, je mets une grosse machine et je le fais trouver tout seul. Donc il y a le fantasme de dire je vais trouver des choses en ayant juste beaucoup de données et ça va changer le monde. Et la vérité, c'est qu'en fait, il y a une grosse valeur à l'expertise métier. Si vous voulez faire converger les algorithmes, c'est très bien d'avoir de la data et de la connaissance métier. Et c'est même encore plus important sur le sujet du dérisquage, parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très risqué. On ne le dit pas aujourd'hui, mais vous pouvez rentrer dans des trajectoires à risque. Et l'une des conditions pour pouvoir manager le risque prédictif, c'est justement d'avoir des règles métiers. Et donc ces raisons-là me font penser que les PME traditionnelles ou les gens qui connaissent très bien un métier ont finalement, je posais la question tout à l'heure à Arnaud Doyon, je pense qu'elles ont quelque chose à jouer par rapport à des nouveaux entrants qui ne connaissent pas du tout le métier. Elles ont quelque chose à jouer parce qu'elles ont une expertise métier. Donc l'un des sujets, l'une des opportunités, c'est arriver à faire travailler vos experts métiers avec des data scientists pour être les meilleurs sur les nouveaux services prédictifs. L'autre sujet, j'imagine, c'est aussi comment financer tout ça. Voilà, donc il y a un sujet financement et on va donc passer maintenant sur la deuxième partie de notre atelier. On va faire venir des investisseurs. Juste rajouter un mot. Vous avez compris que dans notre métier, nous, on n'était absolument pas dans la data. On en était même à des lieux, des années-lumière. Et donc, vous imaginez bien que passer dans la data, ça ne se fait pas tout seul. Et je voudrais saluer mes amis d'Opération Data, Étienne, Bruno qui est là, Georges qui n'est pas là. Mais ce sont des vrais pros, je vous le dis, je ne dis pas ça parce qu'ils sont là. Et sans eux, on n'aurait jamais atteint ce qu'on a atteint aujourd'hui et ce qu'on atteindra demain. Donc, je voulais insister là-dessus. Si vous avez des doutes, contactez-les. Donc on va faire venir l'actionnaire d'ailleurs de Vernier Hydro. Donc on accueille L'un des actionnaires. Pascal Volton. L'idée, c'était de rester tous ensemble. Non, mais tout le monde reste, mais c'était... Ouais, non, mais... Pour mettre au centre Amélie, oui. Quand même, la seule femme de cet atelier, Amélie Faure de Serena Capital. Voilà, donc on ne représente pas nos 3 entrepreneurs, mais je vais accueillir d'abord Amélie Faure, qui est elle-même entrepreneur en série et maintenant associée de Serena Capital, où elle qui est l'un des fonds qui a peut-être le plus pris le sujet Big Data et intelligence artificielle, avec son fonds dédié là-dessus. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et deuxième investisseur, Pascal Volton,
président du directoire de Sofimac, je ne sais plus comment il faut dire, maintenant c'est plus Partners, Sofimac, donc, qui originellement voulait dire Société de financement du Massif central. Donc vous pouvez comprendre qu'ils représentent plutôt on va dire les PME traditionnelles, même s'ils ne font pas que ça, ils financent aussi des startups. Et donc ensemble, on va parler un peu du sujet du financement. Je dirais, on peut voir, la question c'est voilà, le rôle des fonds d'investissement sur ce sujet entrepreneurial de la transformation avec la data, peut-être sur au moins 2 axes. Le premier, c'est le financement, bien sûr, hein. On a parlé de transformation entrepreneuriale, on a parlé d'investissement lourd. Donc il y a des sujets de capital, il y a des sujets de financement. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir accompagner, qui vont pouvoir accompagner là-dessus. Et il y a un deuxième sujet, c'est finalement les fonds ont peut-être aussi un rôle d'accompagnement, hein, de leur participation, de leurs entrepreneurs, de sensibilisation sur la data. Donc comment est-ce qu'ils vont là-dessus finalement passer le relais et mobiliser tous leurs entrepreneurs sur ces sujets-là. Donc je vais commencer avec une première question à Amélie. Donc déjà pour nous dire un peu, voilà, Serena Capital, qu'est-ce que vous financez? Pour vous, le sujet de la transformation des secteurs traditionnels par la data et l'IA, est-ce que c'est un sujet de financement ou pas? Qu'est-ce que vous financez? À quelles conditions? Donc effectivement, bonjour à tous, Serena Capital. Serena Capital, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des sociétés de technologie. On a décidé il y a une année maintenant de focaliser une partie de nos efforts sur tous les métiers du machine learning, l'intelligence artificielle. Et donc, on a levé un fonds de 80 millions qui s'appelle Data Venture. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de focaliser vraiment nos efforts sur les sujets de la data et de la transformation à partir de la data? Parce qu'il nous a semblé que c'était pile le bon moment, qu'aujourd'hui, à la fois, toutes les technologies sont là, il n'y a plus de sujet de traiter des gros volumes de données, ça coûte plus très cher, etc. Et on est au moment de toutes les opportunités. Et je crois qu'Étienne l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la fois un moment de risque, on l'a bien vu dans les exemples qui ont été mentionné juste avant. Arnaud, ça peut être un facteur de risque, effectivement, mais c'est aussi un moment d'opportunité absolument incroyable. Et c'est un moment super excitant, parce que voilà, un entrepreneur qui a la vision, qui voit à quel point son métier va se transformer, a les moyens aujourd'hui de devenir un gros acteur de demain. Alors évidemment, il y a un facteur de risque. Et c'est pour ça qu'il y a du capital risque qui vient se mettre là-dessus. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier les métiers et des secteurs verticalisés sur lesquels vraiment la data peut transformer le monde. Et on essaye de chercher des endroits où ça peut le transformer en bien. Et d'autre part, Étienne l'a bien souligné sur les éléments de valeur, les endroits où ces algos et ce machine learning peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée très forte, soit en création de valeur, soit en diminution des coûts, soit en transformation de business model. Par exemple, c'est quoi? Le vin, l'agriculture, le commissariat aux comptes, les avocats Alors c'est un peu tout. Un secteur après l'autre. Nos premiers investissements, c'est dans la fashion tech, le traitement des images pour détecter les tendances. Le deuxième, c'est dans l'optimisation des courses des véhicules autonomes. Le troisième, c'est dans l'analyse des fuites de données Cyber Angel sur dans le web. Donc voilà, on a vraiment des sujets qui sont très différents. Et ce qu'on recherche sur ces sujets-là, c'est à la fois un apport de valeur fort et ce que Étienne mentionnait, à la fois une expertise métier très forte, parce qu'il n'y a pas de valeur sans expertise métier très forte. Faire des algos tout seul, ça n'a pas beaucoup de valeur. Faire de la data toute seule, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le triptyque algo, data, algo, expertise métier, et transformer tout ça, non pas en une belle idée ou un bel outil, mais une proposition de valeur très claire qui va venir transformer un business. Et donc, est-ce que vous financeriez une PME qui veut lancer un nouveau business, par exemple Arnaud qui veut qui veut disrupter autre chose que l'expertise comptable? Est-ce qu'il pourrait soumettre un dossier à Serena?
Alors, outre le fait que je suis née à Épinal, mais oui, on n'a pas de particularisme, si ce n'est qu'effectivement, on a un fonds de 80 millions, donc financer un business comme Shaper qui fait pas de chiffre d'affaires pendant les 3 ou 4 premières années, c'est un peu moins notre tasse de thé. Mais pour financer, on se l'était déjà dit. Je l'ai compris. Non, mais je pense que c'est important et tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, c'est important de savoir ce qui est finançable, ce qui l'est pas. Mais c'est une question de taille de fond. Hein. C'est pas parce que son projet est pas bien. C'est juste qu'avec 80 millions d'euros, on est focalisé sur un certain nombre de sujets. Le sujet d'Arnaud, c'est un très bon sujet. Et après, il y a une notion de structure de capital. C'est-à-dire que nous, en général, on intervient dans des sociétés où on aime bien que les associés fondateurs gardent une large majorité et soient très intéressés au succès. Nous, on prend un petit bout du capital et effectivement, Étienne l'a mentionné, on essaye vraiment de... Et on a une deuxième particularité outre la data, c'est qu'on a une équipe d'accompagnement, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas d'investissement, je ne fais que aider les boîtes du portefeuille. J'ai une expérience d'entrepreneur dans ces sujets de la data, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je fais plein d'erreurs. Donc, ma première mission, c'est déjà d'éviter toutes les erreurs, de permettre aux boîtes du portefeuille de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et voilà, et je pense que sur des sujets comme ça, on peut apporter ça, on peut apporter à la fois des sous et un accompagnement opérationnel, non pas pour transformer une société, je pense qu'on serait un peu plus loin des pompes hydrauliques, mais quand un business vraiment est en train de se réinventer sur un sujet numérique où il y a l'expertise applicative, du métier, la data et la volonté de faire et un savoir-faire mathématique, c'est un bon terrain de jeu. Merci. Alors, on va maintenant interroger Pascal, savoir qu'est-ce qui finance à Sofimac. Alors, oui, nous on est un investisseur assez éclectique, puisqu'on a 150 sociétés dans nos portefeuilles, une centaine dans l'industrie traditionnelle et une 50aine dans l'innovation. Et dans l'innovation, on travaille beaucoup dans le domaine de la santé, puisqu'on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, traditionnellement, on a toujours beaucoup investi dans les biotech ou dans les medtech. Alors, nous, on n'est pas du tout spécialiste de la data, ni spécialiste du digital, même si on a fait quelques dossiers intéressants dans ce secteur. Mais c'est vrai qu'on est confronté à cette problématique de la data jusque dans nos portefeuilles de sociétés les plus traditionnelles. Et aujourd'hui, la plupart de ces sociétés ont des transitions à financer vers la numérisation. Et c'est quand même très large. On voit que tous les secteurs de l'économie sont touchés. On parle beaucoup de l'agriculture, mais c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, un agriculteur reçoit énormément de données et est obligé de les mettre en œuvre et de les analyser. Mais également, dans l'industrie traditionnelle, c'est un très fort levier de productivité. Et donc, la question du financement de ces transitions est posée. Je ne suis pas certain, pour ma part, que ça doit se financer uniquement par du capital. Je pense qu'aujourd'hui, au moins pour l'industrie traditionnelle, il faut imaginer d'autres sources de financement. Donc nous, on est en train de réfléchir, par exemple, et on va probablement lancer début 2018, des fonds dédiés aux prêts à cette transition numérique, c'est-à-dire en fait des prêts moyen-long terme qui seraient faits aux entreprises pour financer leurs initiatives dans le secteur. Et donc par exemple, si je suis l'une de vos participations, donc je m'appelle Vernier Hydro, et demain, une fois que j'ai validé mon concept de pompe, j'ai besoin d'investir 10 millions d'euros pour basculer complètement en opérateur sur 50 pays africains, en opérateur de pompes connectées avec de la maintenance automatique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, actionnaire ? Connaissant Vernier Hydro, s'il a besoin de 10 millions pour faire sa transition numérique, je serais un peu effrayé. Non, pour développer un nouveau business. Il y a deux choses. Il y a l'utilisation, la transition de la data dans l'entreprise pour lui permettre de modifier son modèle d'affaires ou je dirais sécuriser, en l'occurrence pour Vernier Hydro, ses sources de revenus. Ça, c'est une chose, ça peut se financer par le prêt. S'il s'agit de créer un nouveau business avec de la data,
généralement, ça se fait en sortant l'activité data de l'activité principale. Et donc, on parle là de spin-off et on revient sur la problématique, à mon sens, du financement en capital. Mais simplement, dans l'évolution des sociétés qui veulent exploiter leur data dans le cadre de leur business model pour le faire évoluer, je ne suis pas, encore une fois, certain que le capital soit la meilleure solution. Et il va y avoir des initiatives assez fortes sur le sujet aujourd'hui. Je rappelle que c'est aussi, par exemple, une des priorités du plan Juncker, promu par l'Europe, de financer ce genre d'initiative. Amélie ? Non, mais on est tout à fait d'accord pour ce genre de transition. C'est le sujet et BPI a tout un tas de solutions aujourd'hui pour faciliter et aider les ETI françaises dans cette transition. Oui, alors, on peut faire une page de publicité pour BPI, qui donc cofinance largement ces projets, vous l'avez compris, data algorithmique, les nouveaux business models, avec un panel d'outils avance remboursable prêts. Mais quand même, pour pouvoir accéder à ça, il faut que j'ai des fonds propres, parce que vous ne pouvez pas financer plus que 1 pour 1. Donc si je lance une spin-off, si je travaille, je suis une PME, j'identifie dans mon métier une nouvelle opportunité, je suis le meilleur pour le faire parce que je connais les clients, je connais le métier, je lance une spin-off, je vais aller chercher de l'argent de BPI, j'ai besoin d'avoir du capital dans la spin-off. Comment je fais? Est-ce que je peux me retourner vers un fonds pour financer la spin-off de la PME sur un nouveau business? Ça dépend essentiellement de l'ambition qu'on a pour cette spin-off et de sa structure capitalistique. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si à la tête de la spin-off, il y a Arnaud qui confie son business traditionnel, je prends cet exemple, à quelqu'un pour le gérer, prend la tête de la spin-off et nous voilà partis pour la grande aventure, oui. S'il faut qu'on investisse dans un truc un peu compliqué où on hérite d'une partie d'un business qui n'est pas notre cœur de cible, non. Pascal ? Nous, on finance les entreprises. Donc, s'il y a un projet cohérent de business complémentaire, on regardera, bien entendu. Une réaction, Arnaud, Ludovic, sur les sujets de financement Pour rebondir à nouveau sur ce que tu disais, en fait, moi, ce que je trouve un petit peu frustrant aujourd'hui dans le capital risque français, c'est justement que d'un côté, il y a un discours politique qui dit voilà, on veut faire des leaders mondiaux. Alors sur le B2B, oui, c'est possible d'être financé parce que on fait du revenu régulièrement, enfin très rapidement, et qu'on commence à avoir une bonne maîtrise des business models. Mais lorsque vous regardez les GAFA, quand vous regardez Facebook, quand vous regardez Instagram, quand vous regardez LinkedIn, quand vous regardez Google, etc., c'est des boîtes qui ont dû financer leurs produits, qui ont dû financer leur communauté avant de commencer à monétiser. Et ma petite frustration de ce côté-là, c'est qu'aujourd'hui, on ne sent pas que les fonds de capital risque français sont prêts à prendre le risque pour financer ce type de projet avec une ambition mondiale, en fait. Et donc, nous, on a eu de la chance, c'est d'avoir des business angels et des family office qui nous ont suivis pour lever ces 16,5 millions de dollars. Mais je pense qu'il y a énormément de projets qui ont un potentiel de devenir leaders mondiaux, avec des entrepreneurs qui ont des ambitions démesurées et qui se retrouvent soit à devoir partir très vite aux États-Unis pour aller lever de l'argent auprès du capital risque américain, qui, lui, a cette culture d'aller créer des grosses communautés, des gros produits avant de monétiser. Et je trouve que c'est un peu dommage que cette valeur parte aux États-Unis alors qu'elle pourrait rester en France. Tout à fait. Et je pense que c'est en train d'évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que tu dis là, je pense que dans 2 ans, ça sera, et fort heureusement, déjà plus vrai. Les structures qui permettent de financer ce genre de projet vont exister. Il y a toujours un petit temps de retard parce que c'est long de monter un fonds avec le bon volume, avec la bonne thèse d'investissement, etc. Il n'y avait pas, il y a 2 ans, tout cet bruissement avec ces très beaux entrepreneurs, avec ces très belles histoires comme la tienne. Mais je suis confiante que dans 1 an ou 2, en tous les cas, nous, on y travaille pour être capable de répondre à ce genre de choses très prochainement. Et tout en étant, comme toi, un petit peu frustré de ne pas pouvoir le faire tout de suite. Merci. Puisqu'on est dans les frustrations, je vais partager une frustration de notre côté. Vieille profession réglementée. Nous, une de nos problématiques est liée au fait que les cabinets d'expertise comptable doivent être détenus
majoritairement par des experts comptables et ne peuvent pas être cotés en bourse. Donc évidemment, pour faire rentrer un fonds, c'est un peu tue l'amour quand même de dire qu'on ne pourra pas sortir en bourse. Donc forcément, ça nous limite par rapport évidemment à des concurrents américains ou des éditeurs logiciels qui n'ont pas ces mêmes contraintes aussi. Et cette problématique, je pense que d'autres métiers réglementés l'ont également dans la legal tech ou la pharmacie, etc. Oui, toujours dans le registre des frustrations, excusez-moi. Nous, on cherche des fonds qui ne sont pas forcément importants. On cherche des fonds, on cherche de 2-3 millions. On pensait cibler des fonds infra. Il y a beaucoup de fonds infra qui sont destinés à l'Afrique et qui semblaient correspondre à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire du financement de projets. En fait, non. Soit c'est trop petit, soit c'est trop risqué, soit c'est un fonds infra mais qui investit dans la holding. Donc pour moi, ce n'est pas un fonds infra. Donc finalement, je rejoins un peu Pascal. Aujourd'hui, le meilleur moyen qui semble se dessiner pour financer ce dont on a besoin, c'est la dette. Donc là en sachant qu'on voit que sur ces sujets de transformation, il y a d'abord un sujet capital, entre guillemets, je joue sur l'ambiguïté volontairement, pour faire la preuve de concept du nouveau business model. Et après, il y a un sujet de déploiement à l'international, c'est le cas de Vernier Hydro. Une fois que j'ai montré que ça marche au Mali et au Burkina Faso, j'espère que ça sera le cas dans 6 mois, 1 an, comment est-ce que je conquiers rapidement les 40 pays d'Afrique. Et donc là, on passe sur un sujet plutôt de financement de projet. L'IP est plutôt stable. Enfin, la data va augmenter, mais l'IP est stable. En revanche, il y a une rapidité de déploiement. Pour être le premier, c'est du winner takes all, puisque c'est plutôt des actifs immatériels. Donc, c'est le premier à prendre le marché. Alors, on a parlé de financement. C'est à la mode de dire que les fonds d'investissement ont aussi un rôle d'accompagnement, comme BPI France d'ailleurs, qui a, je pense, l'accompagnement dans ses priorités stratégiques. Donc voilà, si on parle maintenant du fonds d'investissement qui a un certain nombre de participations, qui sont des professionnels de la data chez Serena ou des sociétés qui n'en sont pas, d'une biotech qui a inventé des capteurs et qui maintenant veut transformer son service avec de la data. Donc si je suis participation, qu'est-ce que j'attends en termes d'accompagnement? En quoi est-ce qu'un investisseur peut m'aider à me développer et à dérisquer finalement ces sujets de transformation? Donc Amélie, vous êtes la professionnelle puisque c'est votre rôle à Serena de diriger l'accompagnement. Oui, alors c'est un peu nouveau en France. C'est le métier d'operating partner qui est le mien, qui est donc d'aider les boîtes du portefeuille à se développer le plus vite, le plus harmonieusement possible en France et à l'international. Ce métier d'operating partner, il est très répandu aux US. Il commence juste en France. On se compte sur les doigts de la main, hein. Et donc on est encore un peu en phase de découverte. Néanmoins, ce qui aujourd'hui m'apparaît assez clairement et qu'on arrive à vraiment mettre en œuvre là, dans le contexte de Serena, on a des sociétés dans le portefeuille qui sont surtout des sociétés donc, de techno, assez orientées sur la data, plutôt B2B et sur des marchés très divers. Mais elles ont quand même toutes un peu les mêmes problématiques, qui sont qu'elles ont été créées plutôt par des gens qui viennent de la partie technologique. Et donc sur tout ce qui est marketing, positionnement, proposition de valeur, choix des canaux de distribution, organisation des ventes, etc. Les besoins sont assez grands. Et le fait simplement d'être déjà passé une fois, 2 fois, 3 fois dans tous ces process-là, d'être à disposition gratuitement par le fonds en soutien, c'est on demand, c'est-à-dire que les entrepreneurs me sollicitent, où on se met d'accord sur des schémas d'action. C'est évidemment jamais imposé parce que le skipper, ça reste bien l'entrepreneur et ça reste très très clair. Mais néanmoins, on arrive vraiment sur tous ces sujets-là à avoir des parcours d'accompagnement qui sont unitaires en fait, hein, qui sont faits spécifiquement pour chaque entreprise, qui n'est pas que de la mise en relation, qui est aussi passer des étapes, passer des milestones, les définir clairement et puis outiller tout ça. Donc ça, c'est une première partie qui est vraiment la partie accompagnement, je dirais, en one-to-one. Et puis, on a toute une partie qui est un peu la même chose chez BPI du reste, qui est toute la mise en réseau.
le partage de bonnes pratiques, le partage d'expériences, des workshops assez pratico-pratiques. Si vous nous suivez sur Medium, vous verrez, on publie tout un tas de ressources qui sont assez utilisées aujourd'hui par les entrepreneurs, entre construire son budget, faire un board pack, comment commissionner ses sales, ce genre de choses. Mais on a vraiment réussi, c'est un petit miracle, à créer une communauté entre tous les C-level des boîtes du portefeuille, pas que les CEO, qui vraiment s'entraident énormément les uns les autres. Et je vois passer des messages, il y en a, je sais pas, 10 par jour, de Pierre qui demande pas à Paul, qui demande à la communauté, et la communauté lui répond, et ça, c'est assez formidable. Donc Serena Capital met en place un Slack, en fait, c'est ça? Alors, techniquement, c'est pas un Slack, mais peu importe l'outil, ce qui est important, c'est de voir que il y a aujourd'hui sur 200 personnes à peu près dans cette communauté, dans une petite communauté, qui sont les quelques C-level qui sont dans les boîtes du portefeuille. Et ils sont contents de s'aider, ils s'aident énormément. Et ils s'aident évidemment au moins aussi efficacement que je suis capable de le faire sur des sujets spécifiques. D'accord, donc en fait, vous faites le métier de shaper, hein, vous faites du matching entre vos entrepreneurs pour qu'ils s'entraident. Alors, on va demander peut-être à Pascal son avis. Est-ce qu'une société de gestion doit accompagner les entrepreneurs? Et est-ce qu'il y a des sujets data particuliers sur le sujet data d'accompagnement? Oui, alors, mon rôle, c'était plutôt de contredire ma voisine. Donc, je ne vais pas complètement la contredire parce que c'est sûr que l'accompagnement est un point essentiel. Ce que j'avais expliqué à Étienne quand on a préparé ce débat, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait plus de compétences en business développement dans un fonds d'investissement que dans une société. Donc c'est vrai qu'il n'était pas évident de pouvoir matcher la compétence de business développement de quelque associé que ce soit avec celle d'une entreprise qui par ailleurs est professionnelle sur son secteur. Maintenant, l'accompagnement est nécessaire, le networking est nécessaire, l'échange d'informations entre CEO est nécessaire. On a des outils effectivement de plateformes qui permettent aux gens directement d'échanger des demandes d'informations, et ça c'est une bonne chose. Nous, en fait, on a abordé le problème des data comme société de gestion de façon un peu différente, et on a travaillé d'ailleurs avec Étienne sur le sujet. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la data, c'est un actif de la société. C'est-à-dire que dans la valorisation d'une société, quelle que soit l'utilisation qu'on fait de cette valorisation, soit pour la vendre, soit pour la mettre en bourse, soit pour la dédommager si elle a un défaut, c'est-à-dire si elle a un problème, ça c'est le problème des assureurs, la data aujourd'hui n'est pas valorisée dans l'entreprise. Alors, c'est un sujet compliqué parce qu'une partie de ces data, malgré tout, l'est. Hein. Vous pouvez avoir des brevets, vous pouvez avoir des marques. Ça, ce sont des choses qui sont protégeables. Mais le reste ne l'est pas. Et on a vu souvent des entreprises se faire voler des fichiers clients, des tarifs, tout ce que vous pouvez imaginer comme data. Il se trouve que la loi... En fait, la data, pour vous, c'est un risque stratégique pour vos participations. Un risque ou une opportunité. C'est-à-dire que la data doit permettre de mieux appréhender ce qui fait la valeur d'une entreprise. Donc c'est plutôt une opportunité qu'un risque. Mais en tout cas, si on la perd, c'est clairement un risque. Il nous est arrivé, comme tout le monde, dans le cadre de processus de sortie, de voir un concurrent arriver, faire du due deal sur nos sociétés et partir tranquillement avec les données sous le bras. Dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, parce qu'on a les fameux cahiers de laboratoire qui sont un peu les recettes de cuisine qu'on utilise dans les labos pour faire les produits qui ne sont pas contenus dans les brevets. On a vu des concurrents partir tranquillement avec une photocopie des cahiers de laboratoire. Et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la loi, jusqu'à présent, était un peu contraignante sur la défense en la matière. Donc, il se trouve que la loi va changer, que des directives européennes vont permettre de protéger ce type de data et qu'on va pouvoir demain attaquer quelqu'un qui vous pique votre commercial préféré qui vous ramenait 10 millions d'euros par avec son fichier client. Si, moyennant quelques
je dirais, moyennant quelques précautions prises antérieurement, vous pouvez l'attaquer ou vous pouvez attaquer la société qui l'embauche pour en dommages et intérêts et surtout en dommages vis-à-vis de ça. Ce qui pose le problème de la valorisation de la data, puisqu'il dit dommage dit valorisation. Donc, mais vous êtes outillé pour les entrepreneurs, pour leur dire, pour sécuriser vos données, pour sécuriser vos secrets d'affaires. Donc, Étienne pose la question dont il a déjà la réponse. Nous avons travaillé avec Étienne sur une solution à base d'intelligence artificielle, presque. Nous avons travaillé avec lui sur une solution à base d'intelligence artificielle qui permet à la fois d'extraire les données qui doivent être protégées, parce qu'en fait, les entreprises ne savent pas ce qu'elles ont en termes de data et de valorisation de leur data. Donc, en gros, il faut d'abord interroger le patron ou les gens de la société pour savoir ce qui a de la valeur chez eux. Est-ce que c'est leur réseau commercial? Est-ce que c'est leur recette de fabrication? Et la deuxième chose, c'est, une fois qu'on a ces données, quelle valeur on va leur donner et comment on va les protéger. Et donc, nous, on est en train de travailler, ce qui est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler à notre propre société de valorisation à base d'IA sur cette problématique en interne de notre société de gestion. Et en fait, je soupçonne et je pense que cette problématique-là, elle peut s'étendre à d'autres types de problématiques vis-à-vis des entreprises, notamment dans le domaine de la data, les échanges, l'analyse des dossiers en ce qui nous concerne. Et donc, on souhaite un peu élaborer sur ce thème-là, même si on a un peu les mêmes problèmes que les experts comptables. C'est-à-dire qu'une société de gestion ou un fonds d'investissement qui crée ses propres startups, c'est un peu bizarre. Mais là, on essaye de trouver des solutions. Parce qu'après tout, une société de gestion, c'est une PME. Et donc, vous, votre métier, comment est-ce qu'il est disrupté par la data et l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire de la R&D? Vous devez créer un spin-off de la société de gestion? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous, on fait de la R&D. On est comme une start-up en train de faire de la R&D, d'avoir notre bilan, un crédit impôt recherche, si on a le droit. Et donc, on va probablement accroître considérablement notre budget de R&D. Ce que je disais, je suis par exemple certain que nos filtres à l'entrée des dossiers qu'on regarde sont des filtres trop aléatoires et on peut améliorer notre faculté de sélection par des outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au lieu de se confronter à un chargé d'affaires qui, si il a 15 dossiers par ailleurs, ne regardera pas le 16e et donc le rejettera sans analyse assez approfondie. Alors on a des moyens pour rattraper ce genre d'erreur, mais ça n'est pas parfait. Et donc on peut très bien imaginer des outils à base d'IA qui permettent à des candidats au financement de venir aider à prendre en compte sa demande. L'autre point important, je l'ai dit, nous on pense que le financement des entreprises, c'est pas simplement du capital, ça peut être de la dette, ça peut être des modalités de financement assez variées. Et très souvent, par exemple, on voit des mauvaises allocations de financement qui nous sont proposées. C'est-à-dire des gens qui nous proposent de financer leurs besoins de financement court terme avec du capital, par exemple. Or, le capital, ça coûte cher, la dette, ça coûte moins cher. Donc, ces erreurs d'aiguillage sont assez problématiques. Et donc, on va essayer probablement aussi d'avoir des outils qui permettent d'aiguiller et de reformuler le bilan ou le plan de financement d'une entreprise par rapport à des critères bien plus intelligents que ce qui est fait aujourd'hui. Alors donc sur le sujet des bots finalement qui vont évaluer les dossiers, qui vont faire le boulot de l'analyse du fonds d'investissement, je vais interroger Amélie pour savoir ce que fait Serena Capital. Et ensuite, j'interrogerai BPI France qui quand même traite beaucoup de dossiers. Est-ce qu'ils font de l'intelligence artificielle pour traiter leurs propres dossiers de financement? D'abord, Amélie. Alors, on n'a pas de bot qui traite les dossiers qui nous arrivent. C'est des humains. En revanche, on a depuis 2-3 ans un outil qui s'appelle WebWatch, qui a été développé en interne, qui va crawler en fait sur le web tout un tas de ce que je qualifierais de signaux faibles. Donc on est capable de détecter des sociétés qu'on n'a pas encore vues et qui ne sont pas loguées dans notre CRM.
et d'évaluer un peu comment ça évolue, si c'est en train de prendre de la pente ou pas. Je ne vais pas tout vous révéler, mais là, il y a un peu d'algo et d'intelligence. Et ça nous sort un espèce de pipe scoré d'entreprise qu'il faut que proactivement on relance, on appelle, si on les connaît pas déjà. Et ça, c'est assez efficace et ça existe depuis un certain temps chez nous. Voilà. Jean-Christophe, un commentaire sur BPI? Oui, on a aussi un outil qui essaye de faire ça, qui est plus consacré au sourcing justement d'entreprises à leurs besoins. Mais bon, il est évident qu'à BPI, ça prend aussi une autre dimension. Donc après, on tombe dans des problèmes de contraintes de système d'information qui font, on l'a vu en démarrant la séance, on peut avoir des fois de beaux objectifs et puis on est planté par la technique. Là, c'est pareil, il y a quand même toute la problématique du passage à l'échelle et puis de l'adoption d'outils, de pratiques sur un réseau de 2500 personnes, quoi. Mais bien sûr, évidemment, sur le principe, on s'est lancé dans cette aventure. Mais vous n'êtes plus tout à fait une PME quand même, BPI France. Comme même a dit Nicolas Dufour, qu'on va doubler les objectifs, mais nous ne changerons pas le nombre de salariés afin de rester une ETI agile. Alors peut-être pour conclure, il y a un sujet qu'on a mentionné qui est quand même important sur la transformation, on a mentionné avec quelques-uns d'entre vous. L'un des nerfs de la guerre dans ces sujets-là, c'est le recrutement, et notamment le recrutement de profils d'équipes data, pas que des data scientists, aussi des engineers, des spécialistes de l'ETL, un bon product owner, etc. Donc là-dessus, on est sur un marché extrêmement tendu, hein. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes qui sont bons là-dessus. Donc comment est-ce que les entrepreneurs peuvent être sexy pour attirer les bons? Quand on est une PME à Épinal, peut-être c'est plus facile quand on est shaper à New York. Et comment est-ce que les fonds d'investissement voient le sujet du recrutement? Étienne, vous êtes un peu dur parce que je crois que vous étiez dans notre PME ce matin. On est en fait rue Beaubourg à Paris, c'est pas très loin et c'est quand même un petit peu plus facile effectivement qu'à Épinal pour recruter des data scientists. Ouvrir un bureau à Paris déjà. Non, en fait, assez bizarrement, j'ai eu l'impression que c'était pas si dur que ça, dans le sens où un matheux, dans notre métier de la compta, c'est pas toujours évident de recruter. Et pour recruter quelqu'un qui vient de faire une école de commerce, il faut lui raconter une histoire, ça le branche pas toujours. Un matheux, à partir du moment où il fait des maths, il s'en fout. Que ce soit pour faire de la compta, des pots de yaourt, il s'en fout complètement. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent un petit peu tous. Donc finalement, le côté poussiéreux de notre métier n'est pas un vrai handicap. Ouf. Donc ensuite, évidemment, il faut avoir un projet et une histoire à raconter. Et puis ensuite, c'est dur. C'est dur parce qu'on est notamment concurrencé. Alors ça a été un des points qui m'a le plus étonné. On est notamment concurrencé dans les recrutements par les labos. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les data scientists, souvent, c'est des docteurs en maths. Et les gens qui poussent après les études d'ingénieur pour faire des maths, c'est pas toujours ceux qui, au départ, étaient le plus branchés entreprise. Donc évidemment, ils arrivent, ils n'ont pas envie... le salaire, ils s'en foutent, c'est pas vraiment le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est faire des maths et c'est que ce soit intéressant. Et donc, on a souvent eu des gens qui nous ont dit non, je reste en labo, je suis désolé, j'ai pas envie de franchir le pas. Donc ça a été nos principaux concurrents. Et après, c'est vrai que pour les trouver, il faut c'est un petit peu compliqué, mais bon, il y a des cabinets qui nous aident. On a trouvé il y a beaucoup de networking de gens qui, voilà, c'est le réseau qui fonctionne un peu. Écoute, moi je trouve que recruter des talents, c'est toujours difficile en fait. Parce que vous avez des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises qui se battent pour aller chercher les meilleurs talents. Donc nous, on travaille énormément sur les sujets de culture d'entreprise, sur nos valeurs, sur la mission de la boîte, sur la vision qu'on a. Et jusqu'à présent, en fait, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est que c'est moi qui fais le recrutement. Donc c'est moi qui screen sur LinkedIn tous les talents, alors en data, mais ça peut être les techs, ça peut être les gens du marketing. Et je fais les premiers calls avec eux pour vraiment m'assurer qu'en termes de motivation, en termes de valeurs, j'insiste vraiment sur les valeurs parce qu'on est extrêmement orienté sur l'humain chez Shaper et on a du mal à travailler avec des gens qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et une fois qu'on a validé ça,
on part dans un process de recrutement plus classique, où derrière, les experts, donc notre data scientist ou notre CTO vont rencontrer les candidats et valider l'expertise technique. Voilà, donc ça, c'est pas scalable, parce qu'aujourd'hui, on est 30, demain, quand on sera 100, je vais pas pouvoir recruter tout le monde. Donc on va essayer de trouver d'autres méthodes, mais en tout cas, pour vraiment construire la base de nos premiers salariés, on pense que c'est hyper important d'appuyer énormément sur les valeurs et la mission de l'entreprise lorsqu'on recrute des talents. Oui, juste très rapidement, juste pour dire que quel que soit le métier, c'est toujours difficile de recruter. Nous, on est à Orléans, notre terrain de jeu, c'est l'Afrique, donc ça fait 2 handicaps, hein, parce que Orléans n'est pas franchement une ville qui attire, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une mauvaise image, mais certainement que ça doit s'expliquer. Et l'Afrique, le problème, c'est que nous, on veut des gens qui la connaissent, parce qu'on sait que c'est compliqué. Alors, on a des idéalistes qui veulent absolument y aller. 2 jours après, c'est rapatriement sanitaire, donc c'est pas bon. Et on a ceux qui veulent pas y mettre les pieds parce que c'est dangereux. Donc, trouver le bon avec ces critères-là, c'est vraiment pas facile. Et bien voilà, pourquoi l'Afrique est loin d'Orléans, ça fera une bonne conclusion pour cette table ronde. Je vous remercie.